Bonjour à toutes chers auditeurs et auditrices, bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast qui parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et on se retrouve après un petit break pour des raisons personnelles. Vous inquiétez pas, je vais très bien, on essaie doucement de se remettre en forme parce que bon, c'est les aléas de la vie qui m'ont obligé à m'arrêter pendant une semaine. C'est dommage parce que j'étais vraiment parti sur une bonne pente de faire plein de vidéos. Et malheureusement, bam, je me suis retrouvé sacrément bien niqué. Du coup, aujourd'hui, on va parler d'un film. Un film que beaucoup de gens attendaient, notamment par ces petits détails qui faisaient que ça pouvait marcher. Un acteur de génie, on va le dire, mais un acteur de génie, un réalisateur assez intéressant, assez intriguant, parce qu'il sortait il a fait 2 volets d'une trilogie qui était très intéressante. Il a fait notamment un fan footage qui fait partie, à mon sens, d'un des meilleurs du lot de la génération fan footage, vous savez, avec les Paranormal Activity, on en a bouffé pendant 10 ans. Donc, globalement, ça faisait pour moi partie d'un des meilleurs. Et du coup, on va parler d'aujourd'hui d'un petit film, un tout petit budget, on va parler de Batman. De The Batman. The Batman réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle titre. Et du coup, faut partir quand même de bien loin parce que ce projet, il date pas d'aujourd'hui. Ah non, 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 non. Il date quand même d'un sacré bout de temps parce que de mémoire, il tournait à peu près vers 2015 où on disait que du côté de la Warner, c'était Ben Affleck qui allait le réaliser. Et moi, perso, j'étais super hypé puisque je suis un grand fan de réalisateur en tant que Ben Affleck. J'ai beaucoup aimé ses derniers films. Et du coup, je pense qu'il était vraiment adapté pour amener ce Batman un peu dans un esprit un peu film noir. Et j'étais vraiment très curieux de voir comment ça allait s'amener, mais avec des dissensions qui sont arrivées assez rapidement en vue de quand même des gros flops, des gros mauvais buzz, on va dire, du côté de la Warner sur son DC Universe. Et bah du coup, Ben Affleck, du coup, il a fait bon, allez, vous me cassez les burnes, je pas envie de continuer dans le rôle de Batman. Et le film, voilà, l'intéressait pas, il est passé à autre chose et tout le tas. Du coup, ils sont partis à la recherche d'un nouveau réalisateur. On a eu plusieurs noms, vraiment. On a eu Denis Villeneuve qui devait même le réaliser à un moment. Et d'autres réalisateurs, je m'en souviens plus de la liste, mais il y en avait pas mal, dont un certain Matt Reeves, qui venait tout juste de sortir qui était même en post-prod de la planète des singes de Suprématie. Attendez, c'était le troisième, Suprématie, je sais plus du tout. Oui, Suprématie, c'est ça. Et du coup, il s'est retrouvé réalisateur sur ce Batman. Il le coproduit même, du coup un bon film à 100 millions de patates, ce qui est pas trop mal, mais c'est pas à la branche ultra haute du blockbuster, hein. On est sur la branche honorable. On va dire maintenant, c'est le standard, le 100 millions de patates pour le blockbuster lambda. Donc du coup, de quoi ça parle, ce The Batman, cette nouvelle vision du Chevalier Noir? Dans sa deuxième année de lutte contre le crime, le milliardaire justicier masqué Batman explore la corruption qui sévit Gotham et notamment comment elle pourrait être liée à sa propre famille, les Wayne, à qui il doit toute sa fortune. Bah oui, c'est quand même un mec pété de fric, hein, on l'oublie beaucoup. En parallèle, il enquête sur les meurtres d'un tueur en série qui se fait connaître sous le nom de Sphinx et il sème ses énigmes cruelles sur son passage. Donc voilà, un résumé un peu bref, voilà, donc qui fait que vous avez compris, on va retourner sur un Batman relativement jeune, et c'est ça qui va distinguer vraiment ce Batman par rapport aux autres. Mais je vais vous dire, il y a quasi que ça. Bon, certains vont me dire, ah, tu parles d'un avis négatif dès le début. Mais non, on va être argumentatif, les gens. C'est important. Les gens, on est là pour débattre. J'argumente ma proposition. Si vous n'êtes pas d'accord, faites un commentaire. Comme ça, on en parle en adulte responsable. Du coup, tac, tac, tac. On va parler du coup de Batman, on va dire, on revient aux sources presque du détective, avec une envie vraiment d'aller plus du côté du polar, là où les différentes adaptations, on va dire, de Batman allaient plus vers une ambiance un peu plus gothique avec Burton, un peu plus burlesque, hein, ouais, notamment dans le deuxième film, parce que bon, moi, le 2 me fait quand même s'il est quand même très sombre, me fait hurler de rire. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours plus rigolé au deuxième qu'au premier, alors qu'il est vachement plus dark en soi. Il y a aussi, bien sûr, les nanars et navettes de Schumacher, ça dépend de votre sensibilité à propre. Moi, je classe souvent ça dans la catégorie des nanars, parce que c'est tellement d'intention qu'en soi, je me dis, je ne peux pas
être mauvaise langue. Alors ça reste pas des bons films, mais pour moi, c'est des sacrés nanars. Et bien sûr, il y a les chefs-d'œuvre de Nolan, moi perso, dont je suis pas fan. Perso, j'aurais rêvé que ça soit Darren Aronofsky qui fasse son Batman, mais apparemment il était tellement violent que du coup, la Warner, ils ont fait, je crois que lui, c'est pas une bonne idée. Et en soi, bon, on a eu Nolan, ça plaît pas, moi c'est juste purement une question de goût, voilà. Donc, en bref. Du coup, on va passer plus du côté du polar, on va retrouver une identité détective du personnage, un peu plus proche au niveau du comics, on va dire notamment, je pense à Year One, qui est un de mes comics Batman préférés. Attention, je suis pas un gros fan de comics, j'ai quelques comics indépendants, je suis surtout du Batman et après, vite fait, mais je suis surtout un consommateur de manga. Donc, si je dis des conneries sur Batman, ne m'assommez pas. J'ai fait quelques infos, je suis allé chercher quelques informations, mais globalement, c'est pas ce que je kiffe le plus, le comics. Et un long week-end aussi, que lui, j'avais lu aussi, je l'avais saigné, je crois, à la FNAC quand j'étais plus jeune. Donc c'est vraiment quelque chose de plus proche du polar. Du polar, on va dire, à l'ancienne. Pas presque hardball par moment, on va dire. Mais cinématographiquement, on a envie de retrouver un côté, on va dire, aussi un peu néo-noir. C'est-à-dire quand même quelque chose qui est très 90, bon, à mon sens, parce que 90, c'est quand même un renouveau du film noir, avec notamment l'arrivée dans le game de David Fincher, avec son Seven, qui a carrément redynamité le genre, et en plus qui slalom un petit peu avec le thriller érotique à côté, qui marche plutôt bien avec les Basic Instinct et tout ça. Donc les années 90, c'est quand même une période, moi, que je kiffe, parce que c'est une décennie de doigts d'honneur, mais juste énorme, tellement que c'est pas politiquement correct par moment. Je pense notamment au Showgirl de Paul Verhoeven et plein de films, mais politiquement correct dans les années 90, c'est ni taras par moment. Donc du coup, on a vraiment cette ambiance-là, et moi ça m'a fait un peu penser aussi à 8 mm de Joel Schumacher, que je vous conseille vivement le visionnage, parce que dans ce côté un peu enquête, un peu sale, un peu craspec, c'est pas mal. Et bien sûr, moi je pense aussi dans l'univers un petit peu de ce Batman, qui est un véritable mix entre moi, beaucoup de gens disent le gothique, moi je trouve ça plus baroque que gothique, à mon sens, c'est deux sensibilités totalement différentes. Moi je trouve ça beaucoup plus baroque que gothique. Et ça va aussi un peu du côté du cyberpunk, notamment dans la boîte et sur différents éléments de décor de la ville. Du coup, ce qui est très intéressant. Et ça me fait penser vraiment à Strange Day de Catherine Bigelow sur un peu les enjeux politiques et sur la ville, comment elle est. Et justement, regardez Strange Day, c'est extraordinaire, mais de toute façon, j'en parlerai un peu plus tard. Du coup, on a cette envie de polar, mais aussi on a ce côté un petit peu envie de jouer avec d'autres genres. Je pense notamment aux films de Vigilante, avec vous savez, ces films on va dire, ces polars américains arrivés dans les années 70, avec justement, qu'on peut appeler aussi films de vengeance. On peut citer par exemple Les Injusticiers dans la ville, avec Charles Bronson, qui est vraiment un classique du genre. Certains Inspecteur Harry qui sont un peu dans le genre, je pense notamment Le Retour d'Inspecteur Harry, qui est mon préféré de la saga, après le premier, et du coup, qui fait vraiment des films où tu as un personnage, il va se venger de ce qu'on lui a fait à sa famille. Et je vais vous conseiller notamment 2 films de Vigilante, justement, qui sont des années 2000, donc beaucoup plus récents, donc pour ceux qui sont un peu réfractaires à aller regarder des films des années 70-80, alors qu'en soi c'est hyper moderne. Alors Injustice dans la vie, ça vieillit un peu quand même. Sinon, vous pouvez regarder justement le remake fait par Eli Roth avec Bruce Willis, qui est pas si mal comme ça. Il a des défauts, mais je trouve qu'il quand même y a une volonté un peu de sale gosse de Eli Roth. Attends, je dévie, donc on retourne. Du coup, je vous conseille 2 films. Man on Fire de Tony Scott, qui est avec un Denzel Washington possédé sur la deuxième partie du film, où dans la première partie du film, il crée véritablement la relation avec le personnage appelé Pita, et là derrière, c'est la violence, de la vengeance comme je l'aime. Et bien sûr, Death Sentence de James Wan voilà. Donc, c'est un truc c'est des films que je vous conseille vivement si vous voulez voir un peu de films de Vigilante, dans quel esprit ça se place. Et justement, il y a beaucoup de choses à dire sur Batman. J'ai pris des bonnes notes justement pour pouvoir en parler au mieux. J'ai bien travaillé cette fois, je suis pas un peu à l'improviste, là je suis vraiment... On y va. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a à dire Bah car moi perso, je suis parti sur le film, on me l'a vendu comme ça, on m'a dit putain le film il est sérieux, il est sombre, il est glauque. Alors, moi je suis parti dans... Ah mais moi qui adore ça, hein, j'ai fait waouh putain trop bien, on va partir sur des trucs un peu vraiment radical dans le cinéma, j'étais content. Et bah forcément, le film est sombre. Alors le film est sombre par son esthétisme, plein de choses,
mais c'est pas un film qui te plonge dans les ténèbres. Alors, par qu'est-ce que je veux dire ? Car les ténèbres en soi, c'est-à-dire qu'on a un film qui peut être violent à un certain degré, qui va jusqu'à un certain degré, je pense notamment un peu à Joker, un peu dans l'idée, bah c'est dans la même lignée. Et encore, je trouve un cran légèrement en dessous de Joker, que moi déjà je trouve que c'est pas plus violent que ça. Car on a de la violence, mais c'est vraiment une violence que je trouve déconseillée au moins de 16 ans. Car, justement, là, dans cette violence, où, je pense, dans la bande-annonce, on voyait Batman tabasser des gueules comme ça, je me suis dit, putain, on va voir un Batman un peu fave sur les bords. Alors, quand je dis un peu fave, un peu fasciste, parce qu'il faut le dire, quand même, Batman, c'est pas le personnage le plus moral du monde. C'est quand même un mec qui fait rendre la justice. Bon, certes, qu'on ne fait pas son travail, mais quand même, il fait rendre la justice. Et franchement, je me suis dit, putain, il va quand même casser des gueules, il va casser des bouches de manière radicale, esthétiquement. Et franchement, j'ai laissé passer la première coup, vous voyez, celle qu'on voit dans l'abondance, où il casse des mecs qui veulent tabasser un homme dans le métro. Je me suis dit, bon, c'est la première, voilà, il te montre quelque chose de gentil pour commencer, voilà. Donc, et au fur et à mesure, je me dis, putain, il y en a pas beaucoup, hein, pourtant, les scènes d'action, ce que je trouve cool, hein, en soi, mais les peu de scènes d'action, pour moi, ne sont pas mémorables. Du coup, c'est pourquoi elles sont pas mémorables à mon sens. Parce qu'elles manquent cruellement d'impact. Alors d'impact, les coups, le bruitage sonore est excellent. Par contre, quand tu mets un coup au niveau sonore, ça marche vraiment bien. Mais, franchement, je vois pas une goutte de sang. Je vois pas une seule goutte de sang. Je vois pas, par exemple, juste un plan esthétique qui peut faire te me dire que là, on a affaire à un Batman jeune, complètement taré, qui veut régner la justice et justement qui veut imposer sa manière de faire. Et qui doucement, grâce à différents effets du scénario, va redescendre. Et bah là, clairement, j'ai rien. Franchement, les scènes d'action, je les trouve... Les coups sont bien portés sonoriquement, mais derrière, je trouve qu'ils ont pas d'impact. Un peu que je prends souvent l'exemple de Dragon Ball, parce que vous regardez Dragon Ball, pourquoi quand vous regardez l'animé, alors je te parle de Dragon Ball Z, l'original, et que les vrais savent, les gens de ma génération, bah tout simplement quand Goku, il y a Vegeta qui lui fonce dessus, Goku esquive, il met une patate, et bah clairement, c'est pas le coup qui fait que c'est impressionnant, c'est la réaction du personnage en face. Et ça, c'est un truc qui se perd énormément. On ne voit pas la douleur du personnage en gros plan qui fait que là, tu fais ouh, putain, ça fait mal. Et ça passe par exemple, notamment, je pense à des films de Bruce Lee où justement, il filme beaucoup la réaction de l'adversaire pour pouvoir me dire putain, il est quand même fort ce Bruce Lee. Et je pense notamment à cette scène de fin où il tabasse un mec, où il prend un peu de testo et il le dégomme, il le dégomme. Il lui met quand même une bonne quinzaine de coups. Dans une vie normale, d'un être humain normal, tu te prends une quinzaine de coups comme ça, bah, regardez des matchs UFC, t'as au moins le visage gonflé, t'as au moins t'as un peu les chicots qui pissent le sang. Là, tu n'as rien. Il n'y a aucun moment, et en plus, il n'y a aucun moment où ces coups sont vraiment impactants. Et en plus, sans compter que il y a certaines scènes d'action que je trouve un peu moisies, j'y reviendrai un petit peu après, mais je prends cet exemple-là, où il y a un moment où il se bat dans le noir, où c'est seulement éliminé par les balles. Oh, putain. J'ai vu la même dans Resident Evil, le dernier, celui-là qui est sorti cette année, ou l'année dernière. Clairement, on est à ce niveau-là. C'est vraiment uébolesque à ce niveau-là. C'est le genre de technique d'action qui devrait être interdit actuellement en 2022. C'est presque pour moi un cliché de cinéma à ce niveau-là. Donc, clairement, j'ai pas aimé. Et souvent, je prends un exemple en termes de scène d'action qui pour moi marche dans la force, dans la puissance. Je pense notamment à All-Boy. Je pense à cette scène où il se bat contre son sous-fifre, où il l'envoie valser avec les vitres, et tu le vois qu'il se fait péter la gueule, il a mal, il repart, et tout ça, et les coups sont impactants. Et tu vois la douleur qui va avec. À quel point on sent qu'il sait se battre, mais qu'il est vulnérable et qu'il peut même se prendre une branlée. Alors certes, ce Batman-là est beaucoup plus sensible et beaucoup plus humain que les autres, justement, notamment ceux de Michael Keaton, ceux de Christian Bale, et même celui de Ben Affleck. Il est beaucoup plus humain d'un point de vue morphologique. Il est déjà quand même beaucoup moins baraque que celui de Ben Affleck, mais globalement, on est sur un Batman qui quand même fait ses armes, parce que ça fait seulement 2 ans qu'il est justicier, et qui il se bat, mais il est pas... C'est pas le maître de kung-fu qu'on pouvait avoir, notamment dans les films de Nolan.
Enfin, Nolan, c'est-à-dire quand même, il se battait de manière beaucoup plus radicale, il pouvait se prendre des coups et tout un temps. Et moi, c'est un truc qui m'a dérangé justement dans ce côté sombre, c'est que clairement, si tu veux quelque chose de sombre, faut mettre les mains dans le cambouis. Et je trouve que ce film ne met pas assez les mains dans le cambouis, dans le sang. Je pense qu'à un moment, faut arrêter de nous prendre pour des mômes et accepter qu'un mec se fait péter la gueule, il saigne. C'est pas possible. En soi. Bien, bon, j'ai assez parlé du côté morphologique justement de la violence, enfin dans la scène de combat, on va dire. Là, on va passer dans un peu l'aspect enquête et politique. Car en soi, je vais être honnête, la première heure, je l'ai trouvé sympa. Je passais un bon moment sur la première heure, je me disais, tiens, on découvre un peu le truc, bon, il y a la scène d'action, mais en soi, je fais ça. Ça passe, les dialogues se répondent plutôt bien, ça s'enchaîne plutôt bien, et doucement, bah, je sens passer le film sur les 2 heures qui suivent, bah, ça se veut un peu complexe pour pas grand-chose, déjà par plusieurs points. Déjà, je trouve que les enquêtes du Riddler, c'est quand même du niveau Dora l'exploratrice. Le mec, franchement, qui fait une phrase en espagnol, et que les mecs sont tellement d'étanches de se dire que ça peut pas être un des deux. Parce qu'en soi, des rats volants, enfin, je sais plus le mot précis, en tout cas, rat ailé, rat volant, vous comprenez l'idée. Rat pour l'aspect poucave et volant pour l'oiseau et tout le tintouin. Bah justement, t'en as deux. Vous en avez deux bandes de couillons. T'as Falcon et t'as le pingouin. T'en as deux. Et clairement, les mecs ils réfléchissent pas, ils vont choper que le pingouin et dire ah bah putain mais c'est vrai que ça peut être Falcon. Non mais on arrive à niveau Dora l'exploratrice. Et encore, le Sphinx fait qu'il les aide. Le Reaper fait que justement le Reader il aide quand même globalement. Limite à trouver ça. Alors certains vont dire oui mais quand même c'est quand même des jeux assez sophistiqués et tout ça. Ah non mais putain niveau enquête sérieux les gars, vous regardez d'autres polars. Après moi j'en ai bouffé du polar hongkongais, du polar coréen, du polar américain des grandes années. Clairement je fais ouais enfin moyen quand même là c'est même plus on te prend par la main, c'est on se prend la main et on chante à ce niveau là. Du coup, je trouve que ce côté enquête, justement, polar pur, justement, qui doit être le cœur du film, ne marche pas. Et je trouve que c'est trop facile à deviner. Moi, je pense à des tas de films, des polars, où justement, quand tu as la vérité, tu fais waouh, tu en es surpris. Tu t'attendais pas que ce soit ce personnage. Et clairement, bah là, je trouve que ça marche pas. Et en plus, sans compter le contexte politique, que je trouve ultra superficiel, car on a un ennemi, le Sphinx, qui joue beaucoup avec Batman et qui utilise même les réseaux sociaux pour amener des messages contre les puissants de Gotham. C'est le seul truc que vraiment j'ai trouvé hyper intelligent, justement, l'application des réseaux sociaux sur comment un ennemi face à Batman va utiliser pour avoir la force, le soutien de certains. Et ça, j'y reviendrai après. Mais cette population est montrée très furtivement, et c'est le problème. Quand tu ne montres pas ta population, tu ne montres pas les gens, justement. Comment tu veux voir que ces gens part à la dérive? Et justement, au moins dans Joker, il y avait ça. Même si je trouve que ça se faisait vraiment loose day tout le tintouin, t'avais un léger fil rouge qui fait que, bon, tu voyais doucement que ça allait être la merde dans la ville. Mais là, clairement, franchement, je me dis, franchement, quand je suis parti aux États-Unis, je me dis, ouais, je suis dans une ville comme Chicago et tout le tintouin. Des fois, t'as des trucs un peu craignos, mais ça passe. Et encore, Chicago, c'était pas le pire. Du coup, on n'a pas ce background qui fait, comme un film comme Stranger dont j'en parlais avant, qui fait ça avec subtilité, qui te montre tout ce qui se passe autour des personnages, et ça rajoute justement du poids sur la responsabilité des personnages et sur ce qui les entoure. Ce qu'ils vont faire va avoir un impact pas que sur eux, mais un impact sur le monde. Et justement, je mettrai peut-être en description c'était sur un débat, je sais plus sur lequel, que Jean-Baptiste Oran parlait très bien sur la communauté au cinéma, et je trouve ça très intéressant. Du coup, alors qu'il y avait envie de rentrer dans cette vie un peu moderne, c'est-à-dire de ce qui s'est passé dernièrement aux États-Unis, je pense notamment à l'aspect du Capitole, et qui est justement, on a une population qui se bouge contre ces élites, qui en ont marre, parce que justement c'est la merde, parce que les acquis sociaux, les aides qui doivent être faites ne sont pas faits, bah justement, ils sont tellement dans le fond que franchement, à un moment, tu les vois pas. Même moi, avec mes lunettes, je suis en mode, ils sont où? Bah, je les vois pas. Cette population ajoute de l'importance, et c'est dommage, parce qu'il y avait tout pour que ça rajoute du grain à ce film. Et ça aurait pu, pour moi, clairement, pas être un chef-d'œuvre, mais un très bon film à la limite. Et ce qui fait que moi, c'est des choses que derrière,
je suis un peu dubitatif. Et c'est là que Batman est limité, c'est car il y a quand même des gens bourrés de mauvaises intentions dans la ville, et ce sont les premières victimes des méfaits de la politique. Il y a des gens, ils sont victimes de cette politique, justement, qui est faite par tous ceux qui ont été la conséquence des familles Wayne, ceux qui ont ressaisi un petit peu le relance, justement, que voulait faire le père Thomas Wayne. Bah du coup, bah clairement, on les voit vite fait, quoi. On voit vite fait un petit peu dans l'orphelinat où t'as des toxicos qui sont en mode et t'as un mec un petit peu à l'enterrement qui est en mode ouais, j'ai vous faire chier. Donc clairement on arrive à un niveau, je trouve, qui est pas très évolué. Et du coup il y a un truc qui fait que j'ajoute aussi, c'est que justement de pas avoir cette populace, bah je sens pas que Gotham est une ville dangereuse, un peu comme Joker, car Joker c'était vite fait, tu voyais un mec un peu abusé, c'était un peu gros, tellement que c'était un peu débile. Et au moins, t'avais la première scène qui fait que bon, c'était un peu dangereux, il y a des gamins qui lui tabassent la gueule. Ok. Ok, à la limite, je vais être bonne foi pour Joker. Allez, limite et encore, pourtant, je trouve ça pas très beau. Et justement, c'est une ville vide. C'est vide. C'est vide. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a plus de mafieux que d'habitants dans cette ville. Et c'est justement, les mafieux, en plus, ils sont tout sauf méchants. Ils sont pas spécialement mauvais, ils veulent juste faire du fric comme n'importe quel mafieux. En soi, tu vas te dire, le pingouin c'est un sous-fifre 2.0. Il sert à rien. À part te dire, je suis le pingouin, je suis le sous-dirigeant de la boîte. Donc voilà, super l'utilité du pingouin. On a le Falcon qui est le mafieux numéro 1. Ouais, pas spécialement, il fait rien d'intéressant. Il est juste avec ses lunettes à regarder un petit peu. On t'explique tout avec des dialogues, mais on a même pas un petit flashback sympa pour te montrer un peu les faits, voir des trucs de corruption. Rien. Ce n'est pas cinématographique de passer tout le temps par des dialogues. Justement, le cinéma, c'est passer la narration par le visuel. Et là, clairement, c'est niette. On te mouline encore plein de dialogues justement pour te dire ceci, à cela, ceci, à cela. Mais clairement, ça marche pas. Ça marche pas. Et à l'exception peut-être du Sphinx, qui lui fait des trucs pour faire avancer le récit, parce que c'est quand même lui l'ennemi du public numéro 1. Bah franchement, c'est la seule chose intéressante de ce que j'ai trouvé de positif dans le film. De mettre Batman à ses démons et de dire, mec, moi je suis j'ai grandi à l'orphelinat de Gotham, c'était Bagdad, c'était tout sauf drôle. Ton père, il devait rapporter la moula pour qu'on puisse vivre décemment un minimum dans la dignité. Et finalement, ça n'a pas été fait. Pour que je vous spoil pas sur ça. Et du coup, bah, il lui fait, mec, t'es qu'un petit gosse de riche, émo. T'es qu'un petit gosse de riche, émo. Et moi, en plus, il y a cette scène, vite fait, où ils arrivent dans le repère du Sphinx, où t'as plein de photos avec le personnage de Thomas Wayne, Bruce Wayne. Et t'as Batman à côté. Mais moi, je comprends pas qu'il n'y a pas un Condé qui soit assez intelligent de se dire, attends, Batman, Bruce Wayne, des images comme ça, connexion. Ah, mais je comprends pas. Encore, les mecs, moi, je suis super-héros, je veux garder mon identité. C'est peut-être la première chose que je fais. C'est la première chose que je crame, à la limite. Parce que c'est tellement bourré d'incohérences sur des trucs comme ça que moi, il y a des moments, ça me sortait du film. Le pire, c'est qu'il s'attarde dessus, hein, en plus, le personnage de Bruce Wayne. Batman s'attarde dessus. Et il ne prend pas le temps de dire, putain, bon, je vais peut-être quand même démolir tout ça. Et du coup, en plus, les politicards dans cette ville ne servent à rien. Car pour ceux qui fonctionnent, en plus on nous dit que les mafieux, les politiciens, ils sont de mèche, ils sont corrompus. Et en plus, franchement, à un moment, bien sûr, les gens, la politique, ça a toujours été comme ça. Hein. Allez voir dans des pays genre l'Italie ou en Amérique du Sud, franchement, c'est un petit délire d'occidentaux. Hein, parce que franchement, les villes, tu vas dans des villes, franchement, là, c'est plus la mafia qui fait tenir la ville que la municipalité. Ça c'est clair. Et des fois, tu regardes, c'est pas mieux que les politicards, tu as vu comment ils parlent, des fois, c'est pas forcément mieux. Hein. Et du coup, je pense notamment au personnage de la mère, qui apparaît 3 fois, qui propose aucune solution pour aider la ville, a fait « Non, je suis pas d'accord avec vous, mais je propose rien. » C'est une Macron. C'est-à-dire que tout va mal, tout ce que vous dites c'est de la merde, mais je propose rien derrière. C'est une Macron. Bah oui, c'est les États-Unis quoi. Et du coup, en plus, le pire,
c'est que cette meuf, elle se fait élire. Elle se fait élire. Mais face à qui? Parce que quand même, faut le dire que le premier meurtre du Sphinx, c'est quand même le candidat à la municipalité. C'est quand même le maire de la ville qui se présente, qui se représente. Et du coup, franchement, quand je vois ça, mais je fais, attendez, elle est élue. C'est pas de cette manière-là, sans vote et tout un toit, où elle était toute seule. Mais c'est quoi cette démocratie de merde? Franchement, Gotham, c'est la pire démocratie du monde. Mais c'est des incohérences comme ça, mais j'étais dans le film, j'étais en mode... Quoi? Comment? Alors, je sais pas si c'est moi qui cherche à pinailler à un moment, mais moi, je trouve que c'est des points de récit, je trouve ça complètement con, à la limite. Enfin, voilà, on a fermé un peu sur le côté politique et tout un toit, voilà, on a 26 minutes, cette vidéo va durer 1 heure. Voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce Batman. Et on va passer du côté de Matt Reeves, de la mise en scène, bien sûr. Car Matt Reeves, ça fait partie pour moi de ces réalisateurs qui sont intéressants, parce que ce sont pas des auteurs gravés dans le marbre, comme par exemple peuvent l'être un James Gray, Robert Eggers, David Robert Mitchell, qui sont parmi peut-être les derniers aux États-Unis qui sont à être catégorisés comme des auteurs à proprement dit. Car c'est quand même des mecs qui ont vraiment l'étiquette auteur, qui vont surtout dans les films de festival. Ce n'est pas des faiseurs du tout. Du tout. Matt Reeves, c'est un mec qui est un peu entre les deux, entre le faiseur et les auteurs, parce que tout simplement, c'est un mec qui est un très bon technicien. C'est un mec qui a une petite patte, sur qui c'est notamment, je pense notamment, ses caméras fixes, très juste, où il les attache à un objet et qui va les panoter justement pour voir tout sur un plan large. Ça, c'est vraiment des petites pattes à lui qu'il a justement d'un point de vue esthétique. C'est un bon petit faiseur qui fait bien les choses, un petit artisan, non pas un petit faiseur, c'est méchant, c'est un bon petit artisan du cinéma qui fait des trucs plutôt sympas parce qu'il a, franchement, il a pas un CV dégueulasse parce que Cloverfield, ça reste quand même des films du dessus. Laissez-moi entrer, c'est un film d'horreur plutôt correct. Franchement, c'est pas un des pires de la décennie de 2010. La Planète des singes, faut le dire, c'est quand même une des meilleures trilogies des années 2010, enfin dans le terme blockbusteresque, parce que bon, globalement, j'ai envie de dire, comparé au reste, ça vole pas bien haut. Donc, du coup, bah, il arrive avec The Batman, et on se fait... il y a des bonnes performances, mais clairement, il y a quand même, je trouve, un truc qui fait que c'est très limité. Sur l'aspect sombre, on voit, je pense que dans ce côté vraiment de faire un film sombre, un film beaucoup plus dark de ce qui peut être fait, bah je pense que c'est à ce moment-là qu'on voit vraiment ses limites. Alors certains, la Planète des singes, ça reste quand même... Ça peut rester un peu sombre, mais au moins quand tu voyais un meurtre, tu voyais un meurtre. Là, on est sur quand même un personnage qui justement, qui doit quand même continuer, parce que je pense qu'ils veulent partir pour une trilogie Batman, ou même continuer le personnage. Et du coup, je pense vraiment qu'ils veulent le rendre un minimum sympathique. Franchement, c'est pour ça que moi, je rêvais de voir un Batman vraiment qui va du côté de l'obscurité, parce qu'il y avait moyen de faire quelque chose cinématographiquement très intéressant. Mais après, je vais vous le dire, en termes de business, c'est clairement pas la chose qu'ils vont faire. Donc du coup, ça laisse pas mal de limites. J'ai envie de dire, il y a une envie de faire quelque chose de réaliste, mais qui n'est pas poussé à son maximum. Je pense notamment aux panneaux LED sur les couchers de soleil, si vous voyez là où il y a le bas de signal. Bah justement, franchement, on voit que c'est... Moi, après, je le vois parce que je suis technicien et que j'en vois un minimum, mais je vois que c'est les nouveaux panneaux LED qui te permettent d'afficher des beaux décors de manière que ça se voit pas. Mais les gars, vous avez franchement tellement la flemme d'aller choper un immeuble et justement qui est en construction, le mettre bien cliné côté soleil et que ça marche bien. Vous êtes aux États-Unis, bordel de merde. Il y a que ça, les travaux chez vous. C'est un truc, franchement, c'est des trucs justement qui fait que moi, ça me dérange. Après, je les vois. Et justement, quand tu fais un film aussi réaliste, je trouve ça dommage que justement tu ne vas pas au maximum de ton réalisme. Parce qu'en soi, ils ont fait quand même pas mal de cascades. En vrai, il y a juste la fin où il y a quand même pas mal de petites CGI que je trouve un peu chiadées. Mais globalement, ils ont essayé de faire quelque chose de réaliste jusqu'au bout. Et je trouve ça dommage. Et que justement, c'est l'aspect numérique, justement, quand t'as un film réaliste, justement, moi, c'est des trucs, ça me gêne. Parce que je me dis, le mec ne va pas au bout de ton parti pris. Et du coup, il y a des scènes d'action que je vous ai dit, je trouve plus que limite. Et surtout qu'il y a aussi un petit moment des choix un peu déplacés niveau politique. Parce que t'as le personnage de Catwoman,
Selina Kyle, qui nous fait ouais franchement on fout poutrer ces connards de blancs vieux blancs patriarcat. J'ai fait non mais les gars, franchement, meuf, c'est pas ta priorité. Tu peux juste dire que putain, tu veux pas poutrer ces putains de connards de riches qui nous polluent, qui nous font chier, qui font que la ville c'est la merde. À la limite, ces putains de politicards de merde, à la limite, mais franchement, je comprends pas. Pourquoi direct c'est pour ça qu'ils ont un problème aux États-Unis avec ça. Tu sais, moi, des politiques, il peut y en avoir black, arabe et tout un toit, ça peut être des pourris aussi. Hein. Peu importe, c'est pas la couleur, c'est le pouvoir qui fait que tu deviens pourri et pas l'inverse. Donc, du coup, j'ai trouvé ça un peu déplacé. En plus, c'était dans une scène totalement anodine. Quand j'ai fait ça, j'ai fait quoi, mais putain, mais pourquoi tu mets ça sur le tapis? Sérieux. Et du coup, en plus, c'est à l'opposé, justement, de ce Batman en quête de vengeance, parce que c'est quand même un blanc riche patriarcal. C'est quand même un blanc riche qui veut casser des gueules, donc en soi, opposition totalement indirecte. Mais voilà, donc lui, en plus, je vais un peu chouiner sur quand même l'utilisation de certains personnages. Je pense notamment au personnage de Catwoman qui est pas très intéressant, qui ne sert pas vraiment à grand chose. En fait, effectivement, je me suis toujours dit, en fait, pourquoi elle fait des trucs que Batman, justement, il peut le faire tout seul. Il peut le faire sans Catwoman. C'est parce qu'il faut un love interest, hein, faut pas se leurrer, hein, il faut la galoche quand même du film pour que tout le monde kiffe le petit patin, le petit palot qui fait plaisir aux gens. Et du coup, bah franchement, quand tu vois en plus à un moment, il y va en Bruce Wayne tout seul. Mais je fais putain, mais mec, t'aurais pu y aller tout seul. T'aurais pu justement créer ton personnage. Parce que il est 80, allez, on va dire, il est à 80% du film en Batman. Mais franchement, pour équilibrer un peu justement Bruce Wayne que tu n'aimes pas être, parce qu'il n'aime pas spécialement être Bruce Wayne dans le film, bah c'est intéressant de dire putain, il va enquêter en tant que Bruce Wayne pour accéder à une certaine élite de Gotham. Et putain que ça aurait été intéressant d'un point de vue scénaristique et cinématographique. Justement, au pire, tu fais un petit truc, voilà, tu peux la mettre en caméo, tu peux faire quelque chose, mais en rôle principal, elle sert pas à grand chose. C'est comme le pingouin. Le pingouin, à part une scène où franchement il est mort, il est à péter de rire. Franchement, je kiffe cette scène, c'est pour moi une des meilleures du film. Mais globalement, je trouve que c'est globalement un personnage qui ne sert pas à grand chose. Parce que bon, il a de l'ego et tout le tintouin, mais clairement, tout le long du film, il va servir à rien. Dans le film de Burton, il sert à quelque chose de A à Z. Il a un début, un milieu, une fin. Là, clairement, bah, il sert à rien. Il sert vraiment à rien. Un petit point aussi vite fait sur la Batmobile un peu rétro. Vraiment, franchement, on est sur un style un petit peu Mustang des années 70-80. C'est un style que j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que c'est bien beau de mettre une bagnole rétro, mais quand tu fais sur... je sais plus c'est quel film avec Al Pacino, je crois que c'est Le Pendu ou un truc comme ça, où du coup, il vient avec une bagnole rétro et que tu vois tous les autres flics avec leur bagnole moderne. Franchement, là, il y a un contraste justement entre une époque et une génération. Là, alors qu'à côté, il y a que des bagnoles modernes, alors clairement, t'aurais mis que des bagnoles à l'ancienne pour donner un petit style un peu rétro jusqu'au bout. Ok, mais que t'as que la Batmobile qui a un style un peu rétro, c'est un peu cocasse, et justement, ça ne s'inscrit pas pleinement dans l'idée du film. Ça fait même, moi ça me fait, ah putain, mais... Alors, certes, elle est stylée, hein, parce que moi, c'est un modèle comme ça que j'aime bien, mais globalement, elle m'inspire aucune identité. Purement, je me dis, bon, c'est une bonne bagnole rétro, avec un turbo, mais une bonne bagnole rétro, mais avec un turbo. Du coup, on va parler de positif, parce que là, j'ai l'air de défoncer le film de A à Z, là, je fais bam, 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 bam. On va parler de positif. Alors, la scène de course-poursuite, avec de Batman face au pingouin, franchement, j'ai trouvé cool. Alors, certains m'ont dit, ouais, le niveau du William Friedkin et tout le tintin. Alors, franchement, pour moi, c'est William Friedkin. Putain, c'est quel film, putain, de William Friedkin. Putain, je sais que t'as le film à Los Angeles, qui est celle-là, cette course-poursuite, elle est super impressionnante. Et t'as aussi French Connection. Voilà, c'est French Connection où vraiment, en plus, là, franchement, là, tout était en dur. Là, quand tu l'as fait, vraiment radical. En plus, sachant que si vous avez lu la biographie de William Friedkin, je vous conseille vivement de la lire parce qu'elle est remplie d'anecdotes absolument géniales. Où que les mecs, ils ont payé le mec du wagon pour qu'il conduise et pour qu'il puisse se barrer à l'étranger pour pas se faire choper, pour pas avoir d'emmerde. Du coup, franchement, je trouve que William Friedkin est un meilleur mafieux que tous les autres mafieux du film. C'est génial. Donc du coup, cette course-poursuite est pas à un niveau exceptionnel, mais elle est quand même vachement sympa. Je trouve qu'il y a un petit truc au niveau des regards qui fait que ça passe super bien. Et justement, c'est un moment sympa du film. Le Batman est stylé. Moi, je trouve que le costume, le design est plutôt cool. Et en plus, je trouve qu'ils ont justement d'avoir mis justement le noir autour des yeux.
ça, je trouve, ça rajoute une intensité au niveau du regard quand il enlève le masque. Ça rajoute quelque chose de plus profond. En plus, déjà, Robert Pattinson, il a un regard de base. Mais là, avec ça, on s'accentue vraiment sur son regard. Et c'est vraiment une très bonne idée esthétique. Voilà, voilà, je trouve ça sympa. Je pense à du suspense par moment. Je pense, bon, pas tout le temps, parce que bon, c'est fait quand même façon de leur exploratrice, comme j'ai dit. Mais il y a des petits moments, franchement, je trouve la capture, justement, avec les snipers, justement, avec les. Comment dire, cette scène-là où, justement, où il est sur le point de tirer, justement, sur la mer au moment où il va se faire coffrer. Et bah, du coup, je trouve ça quand même relativement intéressant. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose en termes de rythme. Justement, il y a ce côté un petit peu blowout de Brian De Palma, ce côté très vu POV, du coup, qui fait que c'est très intéressant. Du coup, voilà, c'est une intention de mise en scène dont je suis très sensible. Je trouve le regard passe par ça et je trouve ça très sympa. Du coup, et le modeler, montrer qu'à la fin, bah, moi, franchement, du fait qu'il soit montré qu'à la fin, qu'il utilise essentiellement les réseaux, du coup, ça crée un peu de mystère autour de lui. Et là, je trouve que c'est très bien fait. Du coup, voilà, Matrice a fait quand même, je trouve ça très intéressant. C'est son méchant, tu ne le vois que sur les 15-20 dernières minutes, 30 dernières minutes. Il dure quand même 3 heures le film. Mais du coup, je trouve que ça, c'est vraiment un point intéressant qui fait que ça marche. En soi, c'est mon avis. Chacun fera sa vie. Certains disent non, mais moi je veux le voir plus souvent. Mais justement, de le voir comme ça, et en plus, j'y reviendrai sur les acteurs, mais clairement, moi je trouve que c'est la meilleure prestation du film avec Pattinson. La photographie, franchement, c'est un débat. C'est un débat. Moi perso, je trouve qu'il y a des très bonnes idées, comme il y a des idées foireuses, comme je l'ai dit au niveau des guns quand c'est dans le noir. Franchement, ça devrait être interdit. Moi, je sais pas, à un moment, je suis chef opérateur, je dis à Montréal, mais ça, on le fait pas. Ça devrait être interdit. C'est une mauvaise idée de merde. En plus, il a quand même Greg Fraser, qui est pas un des meilleurs chefs-op. C'est un très bon chef-op. Qui arrive quand même à faire sa pige un peu partout à Hollywood. Je pense notamment avec Dune, justement, de Denis Villeneuve. Je pense avec Vice. Rogue One aussi, de Gareth Edwards. Et justement, je trouve qu'il jumelait beaucoup mieux. Il y a un style un peu Gareth Edwards, justement, avec ses plans très proches des personnages. Et justement, un peu documentaire pour ce moment, c'est-à-dire quand même caméra épaule qui fait que ça marche globalement très bien. Il a aussi fait avec Foxcatcher aussi de Bennett Miller, et je pense aussi au Zero Dark Thirty de Catherine Bigelow, qui pour moi est une de mes pépites. Catherine Bigelow, je la love de tout mon cœur, c'est ma réalisatrice préférée, pour moi c'est la meilleure réalisatrice, c'est peut-être la réalisatrice la plus punk qu'il y a actuellement dans toutes les réalisatrices qu'il y a actuellement aujourd'hui. Bon, à voir si d'autres vont venir, mais clairement, voilà, donc c'est un chef opérateur qui quand même pèse un peu quand même, avec quand même une plutôt très longue carrière, parce qu'il a commencé en 2005 et là du coup, il est quand même sur ses presque 16 ans de carrière. Et du coup, il a un travail justement du noir profond que je trouve très intéressant d'un point de vue esthétique. Justement, beaucoup d'ombres marquées, beaucoup justement de travail de la lumière près des personnages, justement pour voir leur regard avec une partie d'ombre, pour jouer justement avec cet aspect de leur personnalité. Il joue aussi beaucoup avec des lumières beaucoup plus basses, justement, pour pouvoir jouer avec les ombres, justement, derrière. C'est très intéressant. Et c'est un bon travail de chef opérateur. En soi, c'est peut-être le gros point positif pour moi, c'est la photo par moment. Même si des fois, il y a des baisses de régime, je trouve que la photo, quand même, est magnifique. Et justement, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que comparé à beaucoup de films blockbusters et tout ça, il n'y a pas un abus de la couleur. Alors là, on est quand même sur des couleurs chaudes, des couleurs justement un peu plus froides par moment sur les extérieurs de jour, notamment quand c'est Bruce Wayne. Donc du coup, je trouve ça très intéressant d'un point de vue esthétique. Et j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est... Après, ça c'est les goûts, les couleurs, les chefs opérateurs et tout ça. Bon, chacun les avis, on les a tous. Et du coup, on va passer un petit peu aux acteurs. Aux acteurs. On va faire un petit bref un peu rapide. Du coup, Pattinson, dans le rôle, franchement, il fait clairement le café. Après, ce qu'on lui donne en Batman, comme dit Val Kilmer, il avait dit sur son documentaire, jouer Batman, c'est très compliqué parce que t'es quand même masqué 90% du temps. Là, je trouve qu'il a quand même un regard beaucoup plus expressif que la plupart des autres Batman. Là où c'est vrai que les anciens Batman, c'est niveau expression quand ils sont tout seuls, franchement, c'est pas grand chose. On les voit surtout jouer quand ils sont en Bruce Wayne. Mais là, on le voit plus jouer en Batman. Et là, je vois une véritable émotion sur le personnage. Il fait que ça marche vraiment. Paul Dano, moi j'en veux plus. Franchement, alors Paul Dano, c'est le Sphinx. Franchement, tu vois 20 minutes. Mais j'ai adoré en plus sa petite scène de fin là avec le Joker. Franchement, j'ai fait
Oh là 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 là. C'était, franchement, en termes de lumière, de composition, c'était magnifique. J'ai adoré. En plus, c'est un acteur que j'adore, qui est toujours dans des personnages borderline. Franchement, c'est un acteur de génie. Il y a aussi Zoé Kravitz, aussi, qui sert, comme j'ai dit, sert pas à grand chose. Mais quand elle joue, franchement, elle joue bien. Elle ressemble vraiment à sa mère, hein. Lisa Bonet, qui est clairement une actrice que j'adore dans Angel Heart, qui est une actrice magnifique dans ce film. Et là, franchement, je vois que c'est vraiment sa mère. Au niveau du charme, elle joue très bien la femme fatale. Je pense que c'est un style de rôle qui lui va très très bien. Du coup, voilà, beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, c'était quand même une prestation que je trouve très honorable. Euh, Jeffrey Wright en Gordon, franchement, parfait. Parfait. Franchement, c'est peut-être pour moi le meilleur Gordon. Franchement, en soi, certains vont plus aimer d'autres Gordon, mais moi je trouve qu'il a vraiment. Il est beaucoup plus impliqué, je trouve, d'un point de vue de l'enquête. C'est peut-être. Il réfléchit quand même un peu plus, même s'il suit pas mal Batman. Mais du coup, franchement, il fait clairement le rôle. Et du coup, Colin Farrell, putain, autant de maquillage. Alors, soit il est fandard, hein, franchement, mais clairement, Colin Farrell, j'en voulais plus, franchement. C'est dommage, tu mets le pingouin des personnages les plus emblématiques. Je crois que c'est le top 4, top 5 des personnages les plus emblématiques de l'univers Batman. Et derrière, franchement, bah t'en fais rien du tout. T'en fais merde, t'en fais rien du tout. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Et en plus, John Turturro, lui, il a 4 scènes, tout max. Franchement, il ne sert pas à grand chose. Et pourtant, c'est un des points centraux de l'intrigue. C'est un des personnages centraux. Et pourtant, tu les vois même pas. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. En conclusion, voilà, qu'est-ce que je peux en dire? Franchement, c'est un film qui se veut adulte. En fait, j'ai l'impression de voir un ado qui se veut adulte, qui veut montrer voilà, que regardez, je suis un adulte. Mais franchement, je trouve ça pas ouf. Je trouve ça pas ouf en termes de tellement de choses qui fait que ça rentre en compte et que du coup, pour moi, que le film, globalement, est raté sur plein de points. Alors, c'est pas mauvais. Franchement, ça fera plaisir à des gens. Mais clairement, quand moi, qui ai un niveau, on va dire, pas d'ambition, mais d'envie, d'exigence dans un film, bah clairement, moi, elle est pas atteinte. Je trouve ce Batman, quand on me vend un Batman violent, mais franchement, je veux voir plus. Et c'est là que tu te dis, les mœurs évoluent globalement. Et que, comme dirait Pascal Logier sur une très bonne interview qu'il avait donnée à Filmo TV pour The Secret, et je crois qu'il leur dit aussi pour Ghostland, bah clairement, des fois, le cinéma, c'est qualifié pour un enfant de 12 ans. Et clairement, là, j'ai l'impression. Alors, certes, ça va donner un peu d'adrénaline sur le coup. Mais clairement, je trouve ça pas assez en vue de ce que doit être ce film-là. Il y a les intentions, et ça va pas au but. Et en plus, sachant que le film dure 3 heures, moi, la première heure, je la trouve sympa. Mais après, derrière, franchement, j'ai pas l'impression qu'il se passe grand-chose. Du coup, certes, ça reste quand même au-dessus du quota d'un film de super-héros lambda, mais ça reste quand même pas ouf. Alors franchement, quand tu vois le niveau, j'ai envie de dire, c'est normal que ça tâtonne autant. Alors sachant qu'en plus, il y a de la résistance qui se fait, parce que quand même, Suicide Squad de James... T'as dire James Gray, putain. James Gunn, franchement, c'était pas si mal au niveau humour et tout un temps. Il y avait quand même des mises en scène James Gunnesques et ça marchait très bien. Comme Waititi, j'ai envie qu'ils me refassent un braquage. Et là, clairement, c'est des films comme ça qui fait que là, au moins, je vais dans le délire. Et pourtant, moi, j'aime pas quand on me vend un film sombre et qui dit sombre au 3 ou un quart. Mais c'est même pas à la moitié. Là, c'est un quart à ce niveau-là. Du coup, je vais vous conseiller des films, justement, que j'ai cité dans la vidéo. Strange Age, vous le regardez-le vraiment pour l'aspect politique. C'est fait pas avec des gros sabots comme ça peut être dans Batman avec des dialogues bien lourds. Là, c'est fait quand même avec beaucoup de subtilité. Le rapport visuel de Catherine Bigelow, et en plus, je crois que c'est un scénario de James Cameron à la base. Donc, clairement, c'est du lourd. 8 mm de Schumacher, justement, parce qu'il n'a pas fait que les Batman foirés. Il a fait quand même des films relativement cool. Je pense notamment à Fun Game. Et je pense à 8 mm qui, pour moi, parmi ses meilleurs films qu'il a fait en tant que réalisateur. Je parlais de faiseurs plutôt très bons et qui ont une petite patte. Je pense que Schumacher en faisait clairement partie. Pour moi, Matt Reeves a fait un Schumacher en 2022. Voilà. Et les putains, pour ça, je sens le bad buzz sur la gueule. Mais c'est mon avis, les gens. Respectez mon avis. Je respecte le vôtre. Si vous avez aimé le film, tant mieux. Et dites-moi pourquoi vous l'avez aimé. Mais développez un petit peu. Me dites pas, oui, moi j'ai aimé, t'es un connard. Là. Je vous dis, développez. C'est très important. Et du coup, c'est sur ça que je vais finir cette vidéo. On va finir comme il se doit, en disant la petite phrase habituelle. Pensez à vous abonner, à mettre un petit commentaire pour qu'on puisse débattre. J'adore ça, débattre. Et surtout,
un petit like, voilà, et partagez la vidéo, parce que j'ai envie que les gens voient mon avis dessus et qu'on se foute sur la gueule, c'est génial. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao.